Shut up and sit down. OK, donc la mise en place d'un serveur de fichiers. Donc, on va faire l'installation du rôle de serveur de fichiers ainsi que de la fonctionnalité du gestionnaire de quotas. Et comme il se doit, on va également ajouter la fonctionnalité de sauvegarde afin de s'assurer que ces partages-là soient inclus dans une stratégie de sauvegarde plus globale. Donc, pour l'ajout de rôles et des fonctions, donc j'ai déjà ouvert la session. Là, je vais juste montrer que au niveau de la sauvegarde du serveur, par défaut, on voit l'option, mais on voit bien là qu'ici, ça dit que ce n'est pas installé. Et du côté de mes rôles, on voit que le service de fichier n'est pas là. Donc, comme d'habitude, je vais faire bouton droit sur rôle et je vais faire ajouter des rôles. Et sous ajouter des rôles, je vais aller cocher l'option ici en bas, là, je ne sais pas si on la voit bien, le service de fichier. Deux fois suivant. Dans la fenêtre des services de rôle, je vais aller choisir l'option ici gestion de ressources du serveur de fichiers. C'est cette option-là qui va me permettre d'ajouter entre autres le suivi du stockage, mais aussi les quotas et les filtres. Suivant. Donc, activer ici le suivi du stockage, ce n'est pas nécessaire pour l'exercice en lui-même. Ça peut être intéressant de le cocher, parce que surtout là, ici, c'est mon disque système. Et puis, le fait de faire le suivi du stockage, ça fait que, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, à 85% d'utilisation, normalement, j'aurais un rapport qui nous dirait que le système commence à être trop chargé. Puis dans les options du rapport, ben, pas ici, ici, je pourrais, si j'avais un serveur de messagerie configuré, utiliser recevoir les rapports par courriel. Donc, aussitôt que mon serveur, son lecteur C commencerait à être plein, je recevrai un courriel qui me le dit. Là, dans mon cas à moi, ben, il va juste stocker les rapports dans C Storage Report. Je pourrais les mettre ailleurs sur un partage là, si ça m'intéressait. Mais pour l'instant, je vais juste faire le suivi puis faire suivant. On installe et on attend quelques instants. C'est pas très long. L'installation est faite, je vais faire fermer. Et là, on voit que le service de fichier s'est ajouté et que sous le service de fichier, ça va prendre quelques instants, et ajoute le composant, ça ne sera pas très long, voilà. Sous, ici, on va voir le gestion des partages et c'est là que dans cette petite console-là, je vais pouvoir aller tout créer mes partages. On voit que par défaut, il y en a dans le système. Pour chacun des lecteurs. Là, ici, j'ai un ancien lecteur. Là, je vais l'enlever. Parce que j'ai fait un test avant de vous parler. Donc, on voit dans la console les partages actuels qui sont sur la machine. Par défaut, chaque partition, chaque volume est partagé, ce qu'on appelle communément le partage administratif. C'est un partage caché. On peut remarquer le signe de $. On peut remarquer aussi que on a des vestiges, là, comme NetLogon, qui nous date pratiquement de NT, qu'on peut utiliser comme partage pour aller mettre des scripts d'ouverture de session ou des scripts de toutes sortes. C'est un partage où tout le monde a essentiellement un lecture seul dessus. Donc, je ne mettrai pas n'importe quoi là-dedans. Puis, un volume système qu'on ne touchera pas pour l'instant. Sous le gestionnaire des partages, ben là, je pourrais aller sous le gestionnaire des ressources. Et là, je peux aller jouer avec les quotas et les filtres. Dans les deux cas, pour le moment, ce n'est pas requis. Donc, je l'ai simplement ajouté pour le futur. Au niveau de la gestion des sauvegardes maintenant, on voit que... Oh, ça va rafraîchir un petit peu. Ah oui, je ne l'ai pas installé encore. Donc, il n'a pas encore été installé. Ce n'est pas un rôle. Hein. Si je m'avais d'ajouter des rôles, là, je ne trouverai pas la fonctionnalité de sauvegarde du serveur.
C'est une fonctionnalité. Sous 2012 et 2016, ils ne font pas vraiment la distinction entre fonctionnalité et rôle. Ils la font intrinsèquement, l'un n'étant pas la même chose que l'autre. Mais lorsqu'on fait ajouter dans 2012 ou dans 2016, ça va être ajout de fonctionnalité et de rôle, et on va le retrouver dans la liste, la fonctionnalité du serveur. Mais pour un 2008, ce que je dois faire, c'est aller sur fonctionnalité et dire ici ajouter des fonctionnalités. Et là, dans la liste, je vais retrouver sauvegarde du serveur. Où est-ce qu'il est? Fonctionnalité de sauvegarde du serveur. Bon, je l'avais dans la face. Fonctionnalité de sauvegarde du serveur, si je clique sur le petit plus, j'ai deux options. Par défaut, quand je coche, ça va toujours être la sauvegarde en mode graphique. Donc, c'est avec le petit MMC qu'on a derrière. Mais si vous souhaitez faire des scripts éventuellement, c'est pas mauvais de cocher également les outils de la ligne de commande qui vont nous permettre d'utiliser du scripting, potentiellement du PowerShell, pour accéder aux fonctionnalités de sauvegarde du serveur. Moi, je vais faire suivant et installer. Et c'est fait. Maintenant, c'est absolument important de ne pas mettre mes partages et ma sauvegarde sur le même volume et je ne devrais jamais mettre mes partages sur le même volume que mon système d'exploitation. Donc, dans mon cas à moi, sur mon serveur, si on va regarder, je vais aller dans le gestionnaire de disque, on voit que par défaut, j'ai un volume qui est le C et c'est le seul disque que j'ai. Donc, c'est même pas souhaitable en fait de les mettre sur le même disque parce que le partage de fichiers va demander soit de la lecture ou de l'écriture de manière assez intensive sur le disque. Et si le système est sur le même disque, bien, ça peut ralentir le système lorsque je lui demande de faire autre chose. Donc, le mieux, ce serait d'avoir deux autres disques, un pour mes partages, puis un pour mes sauvegardes. Vu certaines limitations au niveau de la machine virtuelle, moi je vais y aller avec simplement une réduction du volume pour ce qui est du partage et un autre disque pour ce qui est de ma sauvegarde. Donc on nous demandait une partition dans l'exercice de 5 gigs. Donc je vais réduire la partition actuelle de 5 gigs. Si je veux vraiment que ça fasse 5 gigs, je vais faire 5120 là. Réduire. Voilà. Donc là, j'ai vraiment ma partition de 5 gigs. Je vais faire un nouveau volume. Suivant. 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 Je vais le renommer ici pour qu'il s'appelle partage. Suivant et terminé. Maintenant, pour ce qui est du disque dur, normalement, je dois devoir fermer ma machine. Parce que si j'essaie de l'ajouter, je pense pas, même avec VMware, là, je ne suis pas sûr qu'il va me laisser ajouter un disque. On va regarder. Add. Chose sûre, si vous avez VirtualBox, il ne vous laissera pas ajouter un disque pendant que la machine roule. Donc, vous devrez l'éteindre. VMware est un petit peu plus tolérant d'habitude. Je vais l'essayer. Yeah, on dit ici, là, IDE peut être ajouté seulement si la VM est off. Si je coche SATA, peut-être qu'il va l'endurer. Create new virtual disk. On avait dit 10 gigs dans l'exercice, donc je vais mettre 10. Single file. Next. On va voir si ça a fonctionné. Ben oui, ça a fonctionné. Merveilleux. Donc, vraiment un plus pour VMware versus VirtualBox. Donc, le disque est apparu, sauf qu'il n'est pas initialisé. Donc, je vais devoir initialiser le disque.
Si vous ajoutez un disque, même avec VirtualBox, ce sera quelque chose qui va être nécessaire de faire. On va dire OK. Et là, à ce moment-là, je vais faire nouveau volume. Je vais prendre toute la place. Et celui-là, je vais l'appeler sauvegarde. Évidemment, dans mon environnement virtuel, je suis limité. La partition ou le disque de sauvegarde, autant que possible, on veut qu'il soit externalisé, donc qu'il ne soit pas dans le serveur. Que ce soit possiblement un appareil portable, un autre serveur dans un autre site. Les sauvegardes, autant que possible, tu ne les veux pas dans la même bâtisse que le serveur. C'est-à-dire que s'il passe au feu, il faut que tu aies ta sauvegarde ailleurs. Parce que l'assurance peut-être réparer tout ce qui est physique, mais la perte des données, ça peut être vraiment mortel. Donc, la part des sauvegardes vont être en rotation, c'est-à-dire qu'on va avoir un jeu de sauvegarde pendant la semaine courante dans le building, puis la semaine d'après, on va prendre ce jeu de sauvegarde-là, on va l'envoyer à l'extérieur, puis on va prendre celui qui est à l'extérieur, puis on va l'amener dans le building pour la sauvegarde de toute la semaine, dans le fond. Donc ici, mes partages, tout est fait, tout est en place. Donc, il me reste à aller créer mes partages. Je n'affectionne pas particulièrement la console de gestion du serveur qui est très lourde. Donc, je vais la fermer. Puis, je vais plutôt opter... Oh, c'est beau, ça a été fait. Je vais plutôt opter pour aller dans Outils d'administration et je vais aller dans le Gestion du partage et du stockage. Maintenant, la façon la plus simple de faire des partages, c'est de créer le dossier manuellement à mitaine, puis après ça, faire bouton droit de propriété, sécurité, etc. Mais en serveur 2012, serveur 2016, c'est de moins en moins convivial. On essaie de nous forcer vers la console de gestion. Et lorsqu'on parle de fonctionnalités comme l'énumération basée sur l'accès ou d'autres fonctions avancées de partage, mais elles ne seront carrément pas disponibles dans l'onglet propriété. Il va falloir y aller par le gestionnaire. Donc, c'est pour ça que je vais m'astreindre à utiliser le gestionnaire là, pour la vidéo. Donc, ça, on remarque, dans ma console, maintenant, j'ai deux autres partages qui se sont ajoutés, le E et le F. E qui est ma partition partage et F qui est mon disque pour les sauvegardes. Donc, moi, je vais aller créer des partages et là, je vais avoir besoin peut-être d'aller regarder l'exercice, ce qu'on nous demandait. Un partage départemental complexe pour les départements, un public sécurisé, un profil et un home. Tous ces partages-là sont des partages typiques. Donc, je peux aller chercher mon petit aide à l'apprentissage, si je ne m'en rappelle pas. Oh, je vais aller ici, là. Sous Moodle. Vous allez le retrouver dans Centre d'apprentissage et de documentation. Dans les aides à la tâche, vous avez partage typique ici. Je peux l'ouvrir. Là, vous avez les différents partages. Donc, je vais commencer par le plus simple, qui est le partage public sécurisé, ou protégé dans mon cas ici. Donc, si on regarde le partage public, protégé, c'est qu'on va aller utiliser le créateur propriétaire pour donner des droits de modifier sur les répertoires qu'il crée, mais on ne permettra pas aux autres utilisateurs d'avoir des droits. Alors, voyons voir comment ça s'articule. Je m'en vais sur mon lecteur E. Je vais zoomer un petit peu. Je vais dire prévoir le partage. L'emplacement, je vais faire parcourir. Je vais sélectionner mon E. Je vais créer un dossier. Maintenant, comme mon E va servir uniquement au partage, je ne ferai pas un dossier parent qui s'appelle partage. Mais si mon E contenait également des sites web, par exemple, j'avais redirigé mon site web pour qu'il soit sur le E, puis d'autres choses allaient être sur le E que des partages, bien, j'aurais créé un dossier que j'aurais appelé partage ici, puis dans partage, là, j'aurais créé public. Essayez toujours de regrouper vos partages de manière à ce que ce soit que les partages soient dans le dossier, que ce soit facile de travailler. Donc, moi, je vais l'appeler public. Je vais faire OK. Maintenant, je vais faire suivant. Il me demande de changer les permissions NTFS. C'est la même chose que si j'avais été coché sécurité. Je vais dire oui, je veux les modifier. On voit que par défaut, les permissions NTFS, on en a qui sont héritées. On se rappellera que la partie héritée, là, elle est en grise. Donc, elle ne peut pas être modifiée. Ici, on remarque ce qui est hérité présentement du parent, c'est l'utilisateur. Par saine pratique, on essaie toujours, lorsqu'on partage, de couper l'héritage
de manière à rendre les permissions explicites. Donc, on va aller sous Avancer, je vais décocher Inclure et je vais dire Ajouter. Ne faites pas Supprimer. Hein? On clique vraiment Ajouter. Et dans le lot, moi, je vais aller supprimer mes deux utilisateurs, parce qu'il y en avait deux, mais je vais l'ajouter à nouveau. Donc, pour du public, ici, on pourrait utiliser un DL underscore public, RO, un DL underscore public, RW, peu importe. Mais c'est beaucoup plus simple pour un public lorsqu'on nous dit que ce sont tous les employés qui y auront accès d'utiliser le groupe local intégré utilisateur. Donc, je vais utiliser utilisateur avec un S, qui est le premier en haut. Et les utilisateurs, dans le fond, ce que je vais leur donner, dans un premier temps, je vais leur donner des permissions de lecture. On voit que c'est les trois qui sont là. Et si je m'en vais dans le mode avancé, on voit que utilisateur ici, ces permissions-là vont s'appliquer aux parents ainsi qu'aux enfants et ainsi de suite. Donc, toute personne qui fait partie du membre groupe utilisateur va avoir accès en lecture à tout ce qui va être contenu dans ce partage. C'est parfait, c'est ce qu'on veut pour un public. Par contre, maintenant, ce que je veux aussi, c'est que des gens puissent créer des choses. Mais je veux qu'ils puissent créer uniquement à la racine de partage et dans les dossiers qui leur appartiennent. Pour ce faire, je vais ajouter encore une fois utilisateur. Donc, on peut ajouter une deuxième fois. Sauf que cette fois-ci, au lieu de ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers, je vais choisir ce dossier. Donc, ce que je vais aller cocher à l'intérieur de ça va uniquement s'appliquer à ce dossier et ce qui va être les sous-dossiers ne verront pas cette partie-là. Donc, ce que j'ai besoin, en fait, d'appliquer, d'ajouter, ce sont les écritures. Donc, écriture d'attributs étendue et création de dossiers, ajout de données. Si je veux qu'ils puissent créer des choses autres que des dossiers à la racine, par exemple, aller déposer des fichiers à la racine, il faut également que je coche création de fichiers. La mise en situation, surtout dans le cas d'un public protégé, ce qu'on souhaite, c'est pas qu'il y ait une pluralité de fichiers qui se mettent à la racine. C'est forcer un peu les gens à créer un dossier, par exemple, à leur nom ou au nom du projet avec lequel ils travaillent, puis qu'ensuite les fichiers soient à l'intérieur. C'est pour ça que je n'irai pas cocher l'option ici. Je vais faire OK, appliquer et OK. Et là, si vous remarquez, utilisateur n'apparaît qu'une seule fois dans ma vue simple. Mais si vous allez en bas, vous allez avoir spécial qui est en gris. Ce n'est pas une permission héritée. C'est la manière dont Windows a de vous dire il y a deux fois utilisateur, puis il y en a un des deux qui est bizarre. Parce que j'ai changé le type d'héritage, j'ai enlevé l'héritage qui était par défaut pour un héritage ce dossier. C'est pour ça qu'il est en gris ici en bas, tout simplement. Donc, si on regarde ce qui va se passer, bien maintenant, prenons Bob. Bob va avoir le droit de lire partout. Bob va avoir le droit de créer des dossiers à la racine. Mais dans ce dossier-là, comme il sera le propriétaire, l'utilisateur propriétaire et créateur, donc créateur propriétaire, puis que je vais aller voir qu'est-ce qu'il peut faire, bien, le créateur propriétaire peut tout faire. Donc, comme Bob, lorsqu'il va créer un répertoire, ce répertoire, il va en être le propriétaire. Il pourra faire ce qu'il veut dedans, incluant supprimer le répertoire. Par contre, Alain, qui est son collègue, lui va obtenir seulement les droits de lecture, des droits qu'il va obtenir grâce à utilisateur avec l'héritage, ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers. Donc, il aura le droit lecture sur le répertoire que Bob vient de créer, mais il ne pourra pas faire autre chose. Par contre, rien n'empêche à Alain de faire une copie des fichiers de Bob, de se créer un répertoire à lui et de copier les fichiers de Bob. Donc voilà pour le public protégé au niveau des permissions, mais là on va aller un petit peu plus loin, on va continuer, faire suivant. Les permissions SMB, c'est relativement simple, on laisse SMB coché. Ici dans Avancer, il n'y a pas grand chose à faire, on ne cochera pas l'énumération basée sur l'accès, ce n'est pas nécessaire. Par contre, on va aller enlever la cache, donc on va aller cocher aucun fichier au programme n'est disponible en cache.
Tu ne veux pas vraiment mettre en cache le public. C'est une vraie poubelle. Les gens mettent n'importe quoi. Donc, c'est clair que ce dossier-là ne doit pas être mis en cache. On fait le suivant. Ici, pour les permissions SMB, donc c'est les permissions de partage, comme si j'étais dans l'onglet partage, c'est la troisième option qui prévaut, c'est-à-dire les administrateurs ont un contrôle total, tous les autres utilisateurs et groupes ont uniquement un accès en lecture et en écriture. Si vous êtes plus habitué avec l'autre mode, vous pouvez toujours cocher personnaliser en bas, aller faire tout le monde comme ça et ajouter les admins. Ce que je viens de faire là, c'est la même chose que de cocher le troisième petit picot ici. OK. Suivant, je ne ferai pas de quota, je ne ferai pas de filtre. Cela dit, pour les filtres, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si la mise en situation, d'ailleurs, en faisait mention. On peut aller regarder l'exercice. Je ne crois pas que ça mentionnait des filtres de quelque sorte que ce soit. Non. Parfait. Ça peut valoir la peine, dans le cas surtout des publics, d'appliquer un filtre, par exemple, bloquer fichier exécutable, par exemple. Ça pourrait être très intéressant à faire. La seule chose, c'est que c'est très facile à contourner. Tu fais juste changer le .exe pour .patate, puis le système va le laisser passer. Fait que c'est pas une vraie sécurité, là. Par contre, ça empêche les gens de par accident les copier, ou ça empêche les virus, par exemple, de manuellement se copier là, automatiquement plutôt se copier là, comme un vers qui voudrait se reproduire puis qui serait exécutable. Donc, moi je vais le décocher, ce n'était pas spécifié dans l'exercice. Faire suivant. Maintenant, publier le partage SMB sur un nom DFS, non, mais je vais vouloir le publier dans Active Directory. Je vais faire suivant, créer et fermer. Donc, on va voir maintenant qu'ici, il va apparaître. Et là, je vais aller dans Active Directory. Puis, je vais publier mon partage. Dans Active Directory, j'en aurai besoin tantôt de toute façon. Je vais le tasser ici. J'ai déjà un OU partage. Là, j'avais fait un test dans une autre vidéo. Je vais aller en créer un autre. Nouveau dossier partagé. Rappelez-vous que ce n'est qu'une redirection. Hein. Je ne crée pas de dossier. Je vais juste pointer dessus. Là, je vais l'appeler public. Et son chemin va être SMTL DC01 / public. Si je ne suis pas sûr du chemin, je peux aller ici, propriété, et j'ai juste à copier le chemin qui est ici et le coller ici. Là, le problème, c'est que je viens de remarquer, là, il met des plus grands que au lieu des backslash. Là. C'est pas parfait leur affaire. Voilà. Là, on sait que c'est le bon chemin. Je fais OK et OK. Je vais le tester maintenant. Donc, je vais aller m'authentifier avec un de mes deux utilisateurs test. Donc, je vais y aller avec Bob. Donc, test B, annexe. Donc, SMTL DC 01. On voit que public est ici. J'ai le droit de lecture. Je peux créer un dossier. J'ai pas le droit de créer des fichiers. Mais à l'intérieur de mon dossier qui est à moi, je peux créer des fichiers et je peux créer des dossiers. Ici, je vais vérifier maintenant si ceux-ci sont protégés. Je vais me connecter avec Alain, qui est un autre utilisateur du groupe test. Un petit peu de temps. Puis Alain, pour le bien de la cause, je vais utiliser ce que j'ai mis dans Active Directory. Hein. Si je m'en vais dans Réseau, votre réseau n'est pas activé, on va l'activer. Oui, c'est bon.
Activer la découverte réseau, c'est nécessaire pour les recherches. Administrateur. Voilà. Réseau. Je vais rechercher ici dans Active Directory. Puis vous regardez ici, là, si je choisis au lieu d'utilisateur et groupe, je vais choisir dossier partagé. Là, il va le trouver ici, public. Il est là. Explorer. Et là, je suis dans mon dossier public. Je vois le nouveau dossier qu'a créé Bob. Moi, je suis méchant. Je vais essayer de le renommer. J'ai pas le droit. Bon, c'est bien plate. Je vais essayer de le supprimer. J'ai pas plus le droit. Est-ce que je peux lire, par contre? Oui, je peux aller lire. Je peux même aller lire le contenu de son fichier vide. Par contre, dans son dossier, est-ce que j'ai le droit de supprimer? La réponse est non. Et est-ce que je peux aller le polluer en ajoutant mes propres cochonneries? Bien, la réponse est non. Donc, il s'agit là d'un public protégé, c'est-à-dire tout ce que Bob a créé est protégé des autres utilisateurs, mais les autres utilisateurs ont quand même le droit de le lire et ont le droit de faire une copie, par exemple, se créer un dossier à leur nom et d'aller coller ici. Donc, s'ils ont à travailler sur un projet, ils peuvent prendre le projet dans l'état où il est, en faire une copie, aller le travailler sur le côté. Évidemment, si on parle de gérer des projets ou des départements, on serait beaucoup plus avisé d'utiliser le type départemental ou départemental complexe. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs aller faire dans l'exercice. Donc, on va aller mettre en place un départemental complexe. Donc, je retourne dans ma console de gestion du partage et je vais prévoir un autre partage. Faire parcourir. Je vais aller sur le E et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler département avec un S. C'est ma manière à moi de me dire que c'est un départemental complexe. Il va y avoir plusieurs départements en dessous. Donc, la particularité du départemental complexe, c'est que le répertoire partagé sera comme une porte d'entrée. Dans ce cas-ci, il s'appellera département. Et que chaque département sous le point de partage aura son propre ensemble de permissions NTFS. Donc, pour ce qui est de département, c'est simple. Je vais rentrer ici. Je vais faire suivant. Au niveau des autorisations NTFS, je pourrais les laisser telles quelles, soit dit en passant. Parce que dans le fond, la seule chose que je vais donner, c'est que je pourrais changer. C'est peut-être enlever le créateur propriétaire, là, qui ne sera pas utile. Mais par défaut, il faut que mes utilisateurs aient un droit de lecture seulement. Je pourrais être plus précis, c'est pas tout à fait lecture qu'ils ont besoin, autant que c'est un parcours et affichage du contenu, parcours du dossier, affichage du contenu. Lecture, ça fait la job. Par contre, ce que je veux pas, c'est garder l'héritage du parent de ma racine. Donc, c'est lui que je vais aller me débarrasser. C'est pour ça que j'ai modifié, ajouter. Et puis ici, la permission spéciale, je vais le supprimer. Je vais simplement garder, en fait, je vais même supprimer 2 pour le réajouter, pour être sûr que tout soit correct. Voilà. Donc, utilisateur a le droit de lecture, les administrateurs ont contrôle total, le système, créateur, propriétaire, comme je vous dis, pas nécessaire de le garder, mais si tu le flushes, ça ne changera rien, donc laisse-le là. Et je fais OK. Suivant. Suivant. C'est ici où la magie va s'opérer un petit peu. Donc, ce que je vais aller modifier, c'est la fonction d'énumération basée sur l'accès. Ce qui sous-entend la chose suivante, si j'ai accès à un répertoire, je le vois, peu importe l'accès. J'ai un accès de lecture, je le vois. J'ai un accès d'écriture, je le vois. Mais je dois avoir une permission NTFS, peu importe laquelle, pour pouvoir voir le répertoire. Autre chose que je vais aller changer évidemment la mise en cache que je ne vais absolument pas mettre sur le répertoire parent. Donc, on ajoute, énumération, mise en cache, j'enlève. OK, je fais suivant. Permission, toujours la même chose, c'est tout le temps le troisième pivot.
Donc là, ça fait que tout le monde a le droit de lire, écrire au niveau du partage, mais qu'au niveau de la NTFS, on va raffiner ça à seulement lire. Et les admins ont un contrôle total. Quota et filtre, on ne touche pas. Publication, je ne touche pas et je crée. Fermé. Donc, le département a été ajouté ici maintenant. Je vais aller l'ajouter dans mes partages publics. Ici, deux choix, deux façons de faire. Soit je publie le dossier partagé, département avec un S, et là, à ce moment-là, je vais le faire directement comme ça. Ah, il manque mes backslash au début, là. Ou encore, plutôt que publier dans AD le département comme point d'entrée, je peux publier les sous-répertoires de département. Par exemple, publier Web. Et ici, mettre Web. Okay. Les deux stratégies se valent dépendamment à quel point tu veux que chacun de tes départements soit visible dans l'AD ou que seulement le point de partage soit visible dans l'AD. OK. Moi, mon cas, pour le moment, du moins, je vais publier département. Ça va être comme ça. Et je fais OK. Je vais aller évidemment dedans. Et dans le département, je vais aller créer pour les biens de la cause. Là, j'en ferai pas 20, là, je vais en faire que 2. Je vais faire Web. Et puis, je vais faire Administration. Donc ici, je ne peux plus utiliser la console, le gestionnaire de partage. Je vais utiliser les permissions NTFS direct. Et là, sous Administration, évidemment, dans Sécurité, je ne peux pas garder l'héritage. Je ne peux pas avoir l'utilisateur qui a le droit d'aller là. Ça fait que tout le monde peut y aller. Donc la première chose que je vais faire, c'est couper l'héritage. Et voilà. Me débarrasser de l'utilisateur. Par contre, je vais avoir besoin automatiquement au moins possiblement 2 permissions, c'est-à-dire une lecture et une écriture sur ce répertoire-là. Dans certains cas, on a seulement besoin d'une des deux, c'est le cas. Ici, j'ai seulement besoin d'un droit de modifier, donner aux administrateurs. C'est une saine pratique de toujours ajouter un read-only, une lecture seule également, parce que tu n'as aucune idée dans l'avenir s'il n'y aura pas un stagiaire à un moment donné, par exemple, qui n'aura pas tous les droits sur son département. Et ça évite en fait d'appliquer des droits a posteriori dans un partage qui contient énormément de sous-fichiers. Maintenant, ils n'ont pas été créés, ces groupes-là, en fonction de l'AGDLP. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas l'AGDLP, il faut vraiment le maîtriser. Allez voir la vidéo sur l'AGDLP. Je vais devoir créer dans mes groupes un groupe pour mes administrateurs, puis un groupe pour mon partage. Là, on voit que je n'ai pas d'administrateur, je n'ai pas fait mes groupes encore. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer un DL pour le répertoire, en fait, la ressource qui est administration, mode, et c'est un domaine local. Et je vais faire un autre, la même affaire, DL, administration, lecture seule, domaine local. Okay. Là, j'ai fait exprès, regardez, oh, j'ai mis une majuscule, pas de majuscule. Mettons, je veux renommer. N'oubliez pas que lorsque vous renommez un groupe, je vais le faire ici, il faut également renommer en bas dans la partie Windows 2000. Une fois que tu as fait Enter, tu copies, colles. Ça, c'est vraiment renommé correctement. Si tu ne fais pas ça, dans certains cas, tu vas avoir des bugs. Là, c'est pas grave, c'est un A, puis c'est pas case sensitive. Mais si tu aurais mis administrateur au lieu d'administration, puis tu l'as corrigé dans l'un, mais pas dans l'autre, ça peut bugger. Pour les biens de la cause, je vais utiliser mes testeurs, testeur A et testeur B, comme groupe global. Mais évidemment que normalement, j'aurais un groupe global qui s'appellerait G_administrateur. C'est volontaire pour marquer que mon département, mon partage va s'appeler vente, mon global va s'appeler vendeur. Administration, administrateur.
Donc, c'est une manière aussi rapidement avec mes groupes de déterminer administrateur, c'est une fonction dans l'entreprise, donc c'est un global que je vais utiliser. OK? Ça m'évite, en fait, de me gourer entre mes globales et mes DL si j'ai raté le petit préfixe. Donc, on va assumer que pour administration, c'est Alain qui va avoir des... En fait, j'ai-tu un groupe C? Non. Ah, j'ai un testeur chef d'équipe, tiens. Pour l'administration, là, je vais ajouter comme membre mon testeur chef d'équipe. Non, je vais ajouter Alain. Je vais regarder mon idée d'Alain, là. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais mettre mon groupe A, qui contient Alain Test. Je vais faire 2 autres DL pour mon web. DL underscore web mode. Par convention, je mettais des majuscules au début, je vais garder ça. C'est un domaine local. Domaine local. Et dans mon test, dans mon web mode, je vais aller ajouter le groupe qui contient Bob. Donc le testeur B. Voilà. Donc maintenant que mes groupes sont faits, je peux revenir à mes permissions. Et là, j'étais dans l'administration, aller ajouter. Oh, pas web. C'est administration. AD, voilà. Et là, je les ai tous les deux. Lecture et mode. Et je fais OK. Par défaut, lecture, il n'y a pas rien à toucher là. On voit que par défaut, il l'a mis comme il faut. Mais c'est pour mode que je vais devoir cocher, modifier, OK. Et c'est fait. Puis pour web, maintenant, je vais faire la même petite chose. Sécurité. Avancer. J'enlève l'héritage. Je supprime l'utilisateur pour pas qu'il reste là. J'ajoute mes 2 DL web. Vous voyez l'importance de bien nommer ces objets. C'est facile pour moi de trouver lequel des DL il m'intéresse parce que je l'ai nommé avec le nom de la ressource. Web. Donc je le vois tout de suite. Et c'est facile pour moi de déterminer lequel a quelle permission parce que j'ai bien nommé mes permissions. Donc une convention de nom, c'est non seulement quand je recherche dans l'AD, mais aussi quand je travaille là-dedans ou dans la NTFS, que ça devient très, très utile. Et je vais faire OK. Donc, théoriquement, maintenant, un des 2 groupes, les administrateurs, c'était Alain. Il devrait avoir accès à administration. Et l'autre groupe, c'est Bob, devrait avoir accès à web. Vous allez remarquer que, quand je m'en vais ici maintenant, je suis dans, je pense, Bob. Je suis avec Bob à test. Si je reviens ici, je vois département. Quand je rentre dans département, je ne vois rien. Pourtant, je suis membre du groupe test qui lui est membre du DL administration. Je devrais pouvoir voir administration. Pourquoi on ne le voit pas? C'est de la façon que la sécurité est gérée. Lors de l'authentification, donc l'ouverture de session, un jeton de sécurité est émis. Ce jeton-là est émis par le contrôleur de domaine, contient le nom, en fait, ce qu'on appelle le SID, de chacun des groupes dont je fais partie. Présentement, l'énumération étant basée sur l'accès, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le Access List, il compare ça avec mon jeton de sécurité, il se rend compte que je n'ai pas le jeton de sécurité d'aucun des DL que j'ai ajouté. Pourquoi? Parce que Bob et Alain avaient déjà ouvert une session au moment où est-ce que j'ai créé mes partages, mes DL, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne voit rien. Fait que si un usager, après avoir créé des trucs ou des partages, vous dit « je ne le vois pas » ou « je n'ai pas mon accès », la première étape avec votre utilisateur sera toujours de fermer votre session, réouvrez votre session, parce que nos usagers aujourd'hui, malheureusement, ne ferment plus leur session. Ils la verrouillent. Ce qui veut dire que leur jeton de sécurité il date de peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines. Si vous avez créé les partages entre-temps, bien évidemment, les gens n'auront pas leurs accès. Okay? Donc, je vais prendre Bob à test.
Je vais fermer ma session et la réouvrir. Je vais faire de même avec Alain. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, je vais retourner dans Bob. Et Alain. Donc maintenant, si je m'en vais voir Bob Attest, qui est membre du DL, qui est membre du groupe Test B, qui lui est membre du DL Web. Je m'en vais. Département. Je vois Web, je ne vois pas Administration, parce que je n'ai aucune permission sur Administration et que l'option Énumération basée sur l'accès a été cochée. Maintenant, j'ai évidemment accès à Web en mode, puisque je suis membre du groupe Test B qui lui est membre de DL Web Mode. Donc, je peux effectivement aller créer des dossiers. On avait un bon commentaire tantôt de Anne-Laure qui demandait « Est-ce que je pourrais aussi protéger mon départemental? » Oui. Oui, ça c'est possible de faire le même principe qu'avec le public protégé, c'est-à-dire que donner au DL du département, dans ce cas-ci DL_web, par exemple, un droit, pas mode, mais donner, mettons, DL web, créer dossier, et donner à mettre tout le monde dans le DL lecture. En tant que lecture, ils ont accès à tout ce qu'il y a dans le département. Mode, ils pourront seulement créer des dossiers à la racine du département. Et en tant que propriétaire, ils pourront faire ce qu'ils veulent dedans. Ça limite par contre la collaboration puisque les gens ne pourront pas travailler simultanément, pas simultanément, mais ne pourront pas travailler sur le même répertoire, le même dossier. Ce qu'on va faire par contre comme variante, c'est qu'on pourrait dans un départemental mettre des dossiers privés ou semi-privés. Par exemple, le chef d'équipe qui aurait des droits sur un dossier spécifique, mais on pourrait aller mettre ça sur un dossier privé ou protégé au chef d'équipe. Un bon exemple de ça qu'on va avoir, c'est les horaires. Donc, créer un sous-dossier dans le département appelé horaire, puis là, les modifier de telle sorte à ce que les permissions soient coupées pour que les employés n'aient pas un accès. Mais rendu là, les permissions NTFS, là, on peut y aller autant comme on veut, aller couper les héritages, puis aller rejouer. Ça, c'est l'imaginaire qui est votre limite. Donc, juste pour montrer là, ce que je disais avec Alain, l'inverse, là, il va voir administration, mais pas... Donc, on voit Alain administration qui le voit, mais il ne voit pas web à cause, encore une fois, de l'énumération. Excellent. Allons voir l'exercice. Je vais juste vérifier ce qui restait. Le répertoire Home et le répertoire Profil. Ceux-ci sont relativement simples à créer. Comme on ne sait pas encore est-ce qu'on va utiliser le profil itinérant dans l'AD, est-ce qu'on va utiliser des GPO, on va y aller avec la façon traditionnelle. Maintenant, il y a plusieurs manières. Si je dois faire une redirection de dossier, ça serait un petit peu différent. Alors, ce que je vais faire à partir de ma console de partage ici, je vais dire prévoir le partage, parcourir, je m'en vais encore dans mon répertoire partage. Je crée un dossier qui va s'appeler profil. Puis rendu là, je peux aussi bien de faire home tout. Ah oui, je ne veux pas tout écrire en dessous. Pas ça, je voulais. On sélectionne. Je vais tout de suite créer le home, là, rendu là. Donc, pour le répertoire personnel de l'usager, simple, tu fais suivant. Tu modifies la NTFS pour enlever l'utilisateur. Donc, on enlève l'héritage. On fait OK. Ça va sur l'utilisateur, on s'en débarrasse. Appliquer. OK.
Suivant. Suivant. Permission. Petite particularité, généralement, le dossier personnel, on va permettre la mise en cache. Maintenant, certaines personnes, ça devient du débat religieux, vont dire j'aime mieux pas le mettre, ça varie. Je suis OK. Suivant. Les permissions. Là, c'est particulier. Je peux le mettre pas à tous les utilisateurs, mais la NTFS va le bloquer de toute façon, donc je me fais pas chier, je vais laisser cocher la troisième option. Suivant. Ici, il est intéressant pour les répertoires des utilisateurs d'établir des quotas. Ça ne nous est pas mentionné dans l'exercice, on ne le cochera pas, mais c'est un endroit où on va souvent appliquer des quotas. Et là, ce qu'on va cocher la plupart du temps, c'est appliquer automatiquement le modèle pour créer des quotas sur les sous-dossiers existants et les nouveaux sous-dossiers, parce que le répertoire Home lui-même va contenir que des sous-répertoires au nom des utilisateurs. Donc, c'est de la manière que je mettrai en place mon quota. Pas nécessaire pour le moment, ça n'était pas mentionné. Je pourrais aussi bloquer des filtres, mettre des filtres. Un filtre classique, c'est audio et vidéo pour éviter que les utilisateurs utilisent la bande passante de la compagnie pour télécharger, par exemple, des films en ligne et les sauvegarder dans leur répertoire personnel. Encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas une grosse mesure, ce n'est pas super protégé. Suivant, écrire. Ce qui est particulier du répertoire Home, présentement, mes utilisateurs n'ont aucun droit, mais le système a un contrôle total. Donc, lorsque je vais aller dans l'Active Directory pour un usager moyen, là, oups, j'ai plus d'AD, il a disparu mon AD. On va aller le rechercher, il est ici. Et je vais prendre un utilisateur, par exemple Alain, je vais aller dans ses propriétés, profil, je vais lui spécifier un dossier de base, par exemple avec la lettre P pour personnel. Là, je vais mettre le nom du serveur, MTL, DC01, Home, backslash, pourcentage, username, pourcentage. C'est une des manières de créer un répertoire Home. Ce n'était pas spécifié dans l'exercice, on va un petit peu plus loin ici, c'est-à-dire l'étape d'après, donner un répertoire Home à un usager. OK? Ce que ça va faire, lorsque je vais faire appliquer et OK, je vais aller explorer mon Home. Ah oui, c'est pas ici que je vais aller. Remarquez qu'il a automatiquement créé un répertoire au nom de la personne. La particularité de le faire comme ça, c'est que si je m'en vais dans la sécurité, vous allez voir que Alain est directement dedans. On ne respecte pas la GDLP. Donc, c'est volontaire, c'est une des exceptions à la GDLP. Lorsqu'on crée les répertoires Home, on met l'usager direct. OK? C'est similaire pour ce qui est du répertoire partagé profil. On le mettrait dans le dossier profil aussi. Donc, si je fais, prévoir le partage, parcourir, profil, c'est profil, suivant. Permissions NTFS seront un petit peu différentes. Ce qui arrive, c'est que c'est l'utilisateur, lors de la fermeture de session, qui va écrire dans son profil. Ce n'est pas le système. Le système va le faire à l'ouverture de session. S'il n'y a pas de profil, il va créer quelque chose. Puis surtout, c'est le système qui va aller lire le contenu. L'utilisateur n'a pas encore ouvert sa session. Donc, lorsque j'ouvre la session, le système va lire le contenu du profil pour le remplacer le profil local, le profil de base. OK? Mais lorsque je ferme ma session, c'est en tant qu'utilisateur que je vais avoir le droit d'écraser ce qui est là. Fait que ce qu'on va faire, on va aller dans avancer comme toujours, enlever, se débarrasser de l'héritage. Utilisateur, on va s'en débarrasser juste pour le réajouter sans les permissions spéciales. Là. Et là, on va aller cocher, non pas lecture, affichage et tout, on va cocher écriture seulement. Cliquez et OK.
Et ça va permettre que lorsqu'il va fermer sa session, il va aller écrire dans le répertoire. Il n'y aura pas de problème, il va pouvoir le faire. Mais, comme il n'y a pas des droits de lecture, c'est le système qui va aller lire. Ça empêche les autres utilisateurs de pouvoir aller lire le répertoire puis de lire le profil de quelqu'un. Ça, c'est la manière actuelle avec l'Active Directory, mais on va voir qu'il y a d'autres manières de créer des profils. Donc, ici, je vais faire suivant, suivant. Ici, ça ne change pas. La mise en cache, ici, il y en a qui disent oui, moi, je préfère non. Les profils peuvent devenir volumineux. J'ai pas besoin de cocher autre chose. Au niveau des permissions, troisième petit picot pour les partages, ça ne change pas. Pas de quota, pas de filtre. C'est décommandé de les mettre pour un profil parce que l'usager ne voit pas la quantité de son profil. Contrairement à son répertoire personnel où il peut voir l'espace, il ne peut pas le voir pour son profil de façon facile. Là. Suivant, suivant, créer, et c'est terminé. L'autre particularité, vous remarquez que Home et Profil, je les ai mis visibles. Une saine pratique, ce serait de les partager non pas avec Home, de même avec le signe de $, pour les rendre invisibles. Évidemment, l'ensemble de permissions NTFS, etc. va faire en sorte que tu n'auras pas accès. Mais juste pour vous donner une idée, dans Home, vous avez vu, je pouvais voir les sous-répertoires, je pouvais voir les dossiers des gens. Donc, quelqu'un qui trouve une manière d'avoir accès à Home, c'est quelqu'un qui a donc le username de tout le monde. Parce que le répertoire qu'il crée, c'est le même nom que le username. Donc, il y a déjà la moitié du chemin pour ce qui est de hacker un compte. Il faut juste qu'il devine le password. C'est pour ça qu'on a tendance à protéger le Home, en fait, le rendre invisible. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne pense pas que c'était mentionné dans l'exercice non plus. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais une saine pratique, mettez toujours le signe de $, à la fin pour vous assurer que le répertoire soit invisible. Je pense qu'on peut le modifier a posteriori. Si je m'en vais dans ses propriétés, non, pas facilement. Peut-être à partir d'ici, là, du dossier. Je vais aller vérifier, là, mais... Non, regarde, vous voyez, je peux pas le changer. Je peux ajouter un nouveau lien, là, qui serait caché, mais ça ruinerait un peu ce qu'on a fait, là. Comme ça, je ne le ferai pas. Mais, idéalement, toujours caché. Donc, je pense que c'est tout pour ce qui est des permissions qui étaient demandées dans l'exercice. Donc, public sécurisé, départemental, profil Home et Home. Maintenant, la stratégie de sauvegarde, on nous dit qu'il faut que ça soit à l'extérieur de la période de travail, donc entre 23h et 8h. Ne jamais commencer à l'heure juste. Okay? Si les employés peuvent puncher out, façon de parler, à 11h, on ne commence jamais notre sauvegarde à 11h. Tu as des employés qui peuvent ne pas avoir fini, tu as des employés qui peuvent avoir fait de l'overtime. On va se donner un petit délai d'1 heure, des fois 2, pour s'assurer que la sauvegarde se fasse et qu'il n'y a personne. Dans certains cas, on va même mettre des scripts ou des GPO pour forcer la fermeture des sessions à 11 heures. Et l'autre chose, bien, vous ne voulez pas commencer à 8, c'est l'heure à laquelle le monde recommence à travailler. On se donne un peu de temps. Donnez-vous quelques heures, encore une fois, selon la quantité de données à sauvegarder et l'emplacement. Là, ici, c'est considéré comme un disque local. L'écriture est très rapide. Si mon écriture de backup se fait sur un site distant, accessible via, mettons, un VPN ou le réseau, bien, l'écriture peut prendre beaucoup plus de temps. Donnez-vous plus de temps dans votre sauvegarde. OK? Donc, ce que je vais faire pour la sauvegarde, je vais fermer mes petites fenêtres ici. Je n'ai plus besoin. Je vais aller dans le gestionnaire du serveur. Sous sauvegarde ici. OK. Là, il va lire les données, il va dire qu'il n'y a rien. On va aller à droite. Planification d'une sauvegarde. Suivant. Est-ce que je veux sauvegarder tout le serveur? Non. Ce n'est pas ce qui a été demandé. Je vais faire personnaliser. Ajouter des éléments. Et là, dans le fond, ce que je veux, c'est tout sauf le public. Donc, je n'ai qu'à cocher tout sauf le public. OK. Suivant. À quelle heure? On a dit au moins une demi-heure, 1 heure après. Donc, tous les jours à
mettons minuit 30. Ça laisse 1h30 à tout le monde pour se déloguer et tout et tout. Je pourrais faire une sauvegarde plusieurs par jour. Je pense entre autres à des départements très sensibles comme recherche et développement. Où est-ce que effectivement ça se peut qu'il y ait du développement qui se fasse rapidement. Département de programmation où est-ce qu'on a du code. Puis ce code-là, les gens ils programment vite là. À ce moment-là, ça pourrait être intéressant de mettre une sauvegarde à plusieurs moments dans la journée. Rappelez-vous que chaque fois que la sauvegarde va partir, elle va ralentir les partages. Pendant qu'elle est en écriture puis en lecture, la sauvegarde, mais forcément, c'est du temps d'accès disque que les utilisateurs n'ont pas. Donc, sur un serveur très sensible ou très, très sollicité, ça peut être problématique. Suivant, sauvegarder vers un disque dédié, c'est ce qui est recommandé. Pourriez choisir un volume, c'est pas recommandé. Donc, je vous disais, c'est vraiment un disque externe. Ou on pourrait y aller vers un dossier partagé. Là encore, il y a un point de faille. Hein, si ton réseau tombe en panne, tes sauvegardes ne se font plus. Donc, on est mieux avec un disque externe. Suivant. Là, je pense qu'il ne le voit pas parce qu'il considère que c'est un disque évidemment interne. Là. Je vais dire afficher tout disponible. Et à lui ici. Important de t'assurer. Moi, je vois ici que c'est le SATA. Là. Trompe-toi pas de disque. Normalement, c'est pas un trouble. Là, il va exclure ton lecteur système. Là. Il n'est pas assez idiot pour aller effacer le système. Il ne peut pas. Mais si tu as plusieurs disques externes, là, trompe-toi pas de disque. OK? OK. Je coche. Suivant. Il me dit, tu vas tout perdre. C'est correct, je peux vivre avec ça. Et je vais terminer. Donc, si vous remarquez, là, il formate le disque carrément. Il n'y a plus rien sur le disque. Il va être verrouillé. Il va servir qu'à la sauvegarde. Okay. Fermé. Et voilà. Là, je peux voir le détail ici en bas à gauche. Où est-ce qu'on nous dit, bon, ben, sauvegarde, elle va se faire à minuit 30 pour des éléments spécifiés. Donc, on dit fichier sélectionné sur le drive. Donc, ça complète l'exercice et ça complète la vidéo.